Bon, bah bonjour Cyril. Je suis, je suis très content de te retrouver. On a prévu une petite série de vidéos pour parler un peu du lien entre réflexes, la vision qu'on a en IMP et vous à vol d'haleine des réflexes et la science. Voilà, parce que aujourd'hui, je pense qu'il est important de poser des bases. Ça fait des années, et d'ailleurs moi je suis super content parce que quand j'ai commencé le travail sur les réflexes, les premières choses que j'ai vues, c'était des travaux d'ergothérapeutes, de psychologues, de gens. Et puis je pense que depuis toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui se sont faites autour de l'univers des réflexes. Donc je t'ai envoyé pas mal d'études et je t'ai demandé de choisir des études qui te parlaient plus. Et puis surtout, comme moi, j'ai pas moi j'enseigne l'IMP et le travail sur les réflexes depuis des décennies maintenant, mais j'ai pas une formation professionnelle et en particulier une formation qui permet de lire les études scientifiques en sachant si c'est du lard ou du cochon, en sachant interpréter les résultats. Et des fois, des gens me donnent des informations. Donc j'ai besoin de tes éclairages parce que toi, avec ton équipe de docteurs, on peut dire de chercheurs en physiologie, dans le monde du sport, bah, vous savez lire des études. Et je pense que ça intéresserait beaucoup de gens d'avoir plus d'informations sur les études. Et puis tu vas me dire tout de suite qu'est-ce que tu as sélectionné comme étude et puis nous la présenter et pourquoi et tout. Ouais. Voilà, donc bonjour à tous et puis à toutes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Cyril. J'ai créé Volodalen, qui est une structure dans laquelle il y a de la clinique, de la formation et puis des études scientifiques. On a plus de 100 équipes, plus de 100 études scientifiques à notre publication au sein de l'équipe avec 5 chercheurs. Donc, ça, c'est le métier. Et effectivement, la collaboration avec Paul et puis la place actuelle des réflexes fait qu'on s'est dit on va prendre une suite de publications parce qu'on entend parfois dire qu'il n'y a pas de recherche sur les réflexes et vous allez voir combien, même si on est au début de ces recherches, il y en a déjà et puis certaines qui valent la peine. Alors la première que je vous propose, et puis pour pouvoir en parler, je vais vous faire un petit partage. La première que je propose, c'est une étude qui fait le lien entre un réflexe qui s'appelle le RTAC. Vous verrez, alors en anglais, c'est ATNR, mais c'est le même mot, mais anglais et puis français. Et voilà le titre de cette étude. C'est le lien entre ce réflexe chez des jeunes personnes, des jeunes enfants, et puis une symétrie ou alors une asymétrie de bassin pendant la marche. Voilà. Alors, l'équipe qui publie, c'est une équipe polonaise. Et elle publie donc cet article sur, d'abord, peut-être qu'on va commencer, Paul, je te propose, à dire c'est quoi ce qu'on peut repérer cette asymétrie à la marche. Puis là, j'ai trouvé une petite vidéo, alors c'est pas tout à fait de la marche, c'est de la course, mais le système qui va s'opérer, ça va être la même. Donc je vous propose de regarder cette vidéo et d'essayer de comparer ce que vous voyez entre la hanche gauche de cet athlète et puis la hanche droite. Voilà, je vous laisse regarder quelques secondes. Et puis, si vous avez des doutes, je vous mets un highlight sur ce qu'on voit quand on fait une photo à l'arrêt, à l'appui sur le côté gauche et à l'arrêt sur le côté droit. Alors, vous voyez que quand on regarde la hanche sur le côté droit, elle est complètement alignée. Donc, on a un alignement complet entre la hanche, le genou, la cheville, on pourrait même dire l'épaule. Et si on regarde sur le côté gauche, vous voyez que cette hanche, elle semble se relever. Et donc, il y a un drop de la hanche droite qui est en train de se baisser. Celle-là, elle se relève. Et puis, elle a un mouvement en fait en 3D. Donc, c'est une hanche qu'on pourrait appeler instable, comme s'il y a tout qui bougeait de ce côté-là, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Une asymétrie dans un mouvement qui est supposé symétrique, la marche ou la course, ça va être de repérer qu'il y a un mouvement qui est différent à gauche qu'à droite. Voilà. Et comme l'étude dont on va parler, elle parle de ça, c'était une bonne Hmm. image de cette asymétrie. Pour dire aux gens, toi, tu as l'habitude de regarder ça parce que ça fait quand même pas mal d'années que dans ta pratique d'observer des sportifs, d'avoir déjà aussi un regard autour des réflexes. C'est ça. Donc déjà, nous, on a le regard autour de ce qu'on appelle les préférences motrices, c'est-à-dire les Bien mouvements sûr. naturels. Et puis on a essayé après de comprendre, mais pourquoi, parfois, alors qu'on attend un mouvement naturel et on le voit dans d'autres schèmes, on n'arrive pas à l'obtenir dans le schème initial. D'accord. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'une des principales raisons pour lesquelles la personne n'arrive pas à être dans sa préférence, c'est en particulier la présence de réflexes. Ouais, des réflexes résiduels. Ok, super, merci. Voilà. Alors, et puis on a l'habitude de regarder parce que c'est quand même notre métier. Et puis, les études, en fait, on le mesure. C'est-à-dire ici au labo en Suisse, on a ce qu'on appelle les caméras 3D. Donc, on peut venir mesurer à la moitié d'un millimètre près la position de chaque partie du corps et puis d'en connaître toutes les forces qui agissent dedans.
D'accord. Voilà, si on revient sur cette étude, en fait, c'est une déformation active de la position de la hanche avec un abaissement du côté opposé, ce que je disais jusque-là, qui induit un déséquilibre postural. On voit bien combien le tronc est obligé de se mettre un peu comme ça de travers pour rétablir l'équilibre, en particulier de la tête, avec rotation, inclinaison du bassin dans un plan sagittal, donc c'est le plan avant-arrière, et puis dans un plan frontal. Le frontal, c'est celui qui passe par le front. Alors pour les professionnels de la santé, parce que je pense que c'est une étude qui va particulièrement intéresser les professionnels de la santé, eh bien, il y a un mouvement comme ça qui est connu en posture, qui était présenté par un médecin qui s'appelle Trendelenburg. Et donc, parfois, les professionnels de santé, quand ils voient une dissymétrie entre droite et gauche, ils vont parler d'un Trendelenburg. Alors là, on va dire que c'est un Trendelenburg-like. Pourquoi? Parce que c'est pas figé. C'est juste dans le mouvement qu'on voit apparaître cette rotation interne de hanche, le genou qui rentre et puis souvent le pied qui rentre. Voilà. Donc là, on a la dissymétrie. Alors, on pourrait se dire, oui, mais s'il y a des symétries et qu'il n'y a pas de problème. Alors nous, on a toujours dit, hein, que ce soit Floodalek, que ce soit l'IMP, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas en inventer, hein. Il n'y a pas de problème. Exactement. L'intelligence, c'est régler le problème au moment où il se présente. Et donc, on se dit aussi, bah, maintenant, quel pourrait être? Et ça ne veut pas dire, donc, si on voit ça, on va corriger. On ne corrige pas quelque chose qui ne pose pas de problème. Exactement. On essaie quand même de comprendre le champ des causalités qui va faire qu'il y a plus de probabilité de. Voilà. Et donc, rappelons déjà qu'une articulation de la hanche, quand on est debout, ça va porter à peu près entre la moitié puis un tiers du poids de corps. Donc là, les forces ne sont pas extraordinaires. Mais déjà, quand on marche à 4 km/h, c'est jusqu'à 2,4 fois le poids de corps. Et parfois, ça va même jusqu'à 3 selon les personnes qui viennent un peu taper comme ça dans le talon. On a Pour dire un exemple, 4 km/h, c'est une marche vraiment peinard, hein. Oui, oui. Et là, ça veut dire que quelqu'un qui aurait par exemple 80 kilos, ah ben, quand même à chaque appui, ça va être 200 kilos qui vont s'appliquer sur sa hanche. On comprend bien qu'il va falloir que le truc soit coordonné pour amortir ça. Alors là, je vous laisse imaginer à la course, ça va être encore plus marqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant s'il y a une asymétrie? Eh ben, il y a un truc, c'est le cerveau, lui, il a besoin d'être content. C'est-à-dire, il ne veut pas se casser la gueule. Et donc, il doit contrôler un minimum certains muscles pour faire en sorte que s'il sent, ça s'appelle la proprioception, qu'il y a une partie en bas qui commence à se casser la gueule, lui, il est prêt à envoyer tout le monde à la surface là, pour dire maintenant, vous vous débrouillez, mais vous me rétablissez ça. Donc, face à un déséquilibre, il va y avoir une sollicitation importante des muscles stabilisateurs destinés en fait, à compenser ce déséquilibre. Et donc, un des risques, c'est que si je dois suractiver des muscles par rapport à ce qu'ils vont mettre habituellement comme force, eh ben, je risque à force qu'ils n'en puissent plus, ils vont s'épuiser. Et donc, je risque d'avoir à la fois des pathologies des tissus de soutien, que ce soit les ligaments, les muscles, les tendons, les aponevroses, mais aussi l'articulation elle-même. Donc, cartilage pourrait à terme peut-être se retrouver impacté. Alors, à ce moment-là, précisons bien que une petite asymétrie, c'est normal. Si vous n'aviez pas de petite asymétrie, en fait, on ne pourrait pas créer de déséquilibre. Or, le déséquilibre s'appelle du mouvement. Rappelons que le système, il doit pouvoir gérer de la posture, donc de la stabilité, et en même temps induire de l'instabilité pour mettre en mouvement, parce qu'on est des animaux. Donc, une petite asymétrie, c'est habituel, c'est normal en fait. Ça n'existe pas l'asymétrie dans le vivant animal. En revanche, là, il y a plein d'études qui montrent qu'une grosse asymétrie, ça augmente le risque de pathologie. Oui, Paul. Oui, j'ai une petite question. C'est très intéressant ce que tu dis sur la petite asymétrie, parce que nous, on parle de l'importance de la latéralisation, c'est-à-dire d'avoir une dominance œil, main, pied, oreille. Est-ce que tu fais un lien avec ça? C'est juste une pensée qui me vient, parce que dans le schéma corporel, il faut une dominance. Moi qui ai travaillé toute ma carrière avec des enfants en difficulté scolaire, s'ils n'ont pas de dominance, donc une asymétrie droite-gauche, que ce soit œil, oreille, main, pied, ils sont en difficulté scolaire. C'est ça. Il faut une C'est préférence. absolument. Et en fait, il n'y a rien de plus anti-vivant que la complète égalité. C'est ça. Mhm. Alors, une complète inégalité, ça ne va pas non plus. C'est ça. On doit trouver toujours cet entre-deux. OK. Voilà. Donc, Oui, on peut merci. penser qu'une symétrie relative du bassin, ça favorise l'efficience de la marche, le développement moteur, puis ça peut prévenir de troubles musculo-squelettiques ultérieurs. Ça reste encore complètement à démontrer, mais on a au moins les études qui montrent qu'une augmentation de la symétrie, ça mène vers plus de pathologies. Voilà pourquoi on s'en inquiète quand on commence à voir la pathologie plus la symétrie. C'est ça. Voilà. Alors,
Quelle explication habituelle on va tendre à donner quand on est du domaine de la santé? Ben, une première explication qu'on entend souvent, c'est que si on voit un bassin qui se promène un peu bizarrement, ben, on va dire que les muscles, ils manquent de force. Donc on va dire qu'il y a un manque de gainage. Donc les muscles corps C-O-R-E, c'est-à-dire du trognon, du cœur de- du corps, eh bien, eux, ben, on va dire que c'est à eux d'assurer la stabilité transverse du bassin, plancher pelvien, oblique, au niveau de la hanche, le moyen fessier, le carré des lombes. Ben, habituellement, un professionnel de santé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se débrouiller pour se dire, ben, je vais travailler ces muscles pour qu'ils aient plus de force, ce qui est assez logique si on se dit que c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir la force, qui est la force que je vous ai présentée, qui s'applique au niveau de la hanche. Mhm. Parfois, il y a une deuxième explication qui est plutôt liée à la structure anatomique. C'est par exemple le fait de dire bah, il y aura nécessairement un décalage si une vraie longueur. Une vraie longueur, c'est vraiment mesuré, hein. Les os font pas la même longueur. Parfois, il y a des troubles de développement qui font qu'un os est plus long que l'autre, par exemple. Eh bien, c'est une vraie longueur, différence de longueur d'un membre inférieur, ça peut conduire à ces asymétries. Une scoliose, en particulier une scoliose figée, peut conduire à symétrie. Vous pouvez avoir aussi des configurations tout à fait particulières d'une hanche qui fait qu'il y a une hanche qui ne va pas pouvoir faire le mouvement spontané que l'autre peut faire. Enfin, il peut y avoir des troubles du développement spinal ou alors un accident, une douleur, et puis une hanche va essayer d'éviter. Donc ça, je classe tout ça derrière le terme structurel. Et c'est une autre explication possible, hein. On essaie de faire là ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire le fait de se dire quelle pourrait être une des causes possibles. Et là, on reprend les causes les plus habituelles, et j'en oublie certainement, qui sont données dans le monde médical pour expliquer une asymétrie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder cet article fait par cette équipe polonaise. Eux, qu'est-ce qu'ils établissent? Donc là, déjà, ils ont pris des gens qui n'étaient pas pathologiques, qui n'avaient pas de problème de structure. Ils les ont fait marcher et puis ils observent ça. Ce que vous voyez dans ce tableau, à gauche, c'est ATNR, donc c'est la présence, c'est le réflexe lui-même. Alors quand vous voyez R, c'est right, donc c'est le fait du réflexe dont on va parler après qui s'exprime plus sur la droite ou plus sur la gauche du corps. Et ils viennent décomposer le mouvement de hanche en trois, ce qui est assez logique. Un tilt, donc le tilt, c'est quand vous avez votre hanche comme ça qui va d'avant vers l'arrière, ce qu'on appelle une antéversion, rétroversion. Ensuite, ils vont parler de la rotation, donc ça c'est le plan transversal qui est là, poup, la hanche qui fait comme ça. Et puis ils vont parler d'obliquité, donc ça c'est une hanche qui monte plus que l'autre, qui monte ou qui descend plus que l'autre. Et là, vous avez une corrélation. La corrélation, ça dit s'il y en a un qui va dans un sens, est-ce que c'est relié à l'autre qui irait dans le même sens, corrélation positive, ou alors dans le sens opposé, corrélation négative. Mais ça veut dire que dans leurs conséquences, ils sont reliés. Ça ne veut pas dire que un est la cause de l'autre, mais ils évoluent en même temps. Mhm. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ce réflexe dont on va parler, qui est un programme moteur, et puis le tilt, donc ça, le bassin Ok, qui fait voilà. ça. Mais Il n'y en a pas revanche, de lien. Voilà. en revanche, il y a des liens, donc c'est corrélation à 0,4. Corrélation à 0,4, ça veut dire qu'au moins 20% de l'explication est dans l'objet dont on parle, donc dans le réflexe. Donc ça fait ça, et puis le fait d'avoir ça est relié aussi à la présence de ce réflexe. Donc, Paul, quel serait ce truc extraordinaire? Un réflexe tonique asymétrique de cou, donc RTAC ou ATNR, et puis qui expliquerait un truc, enfin, qui pourrait être corrélé ou non corrélé avec le mouvement de bassin, ce qu'on vient de Bien dire. sûr, bien sûr. Pour ça, il faut que tu nous parles un petit peu de ce réflexe. Oui, bah, comme son nom l'indique, réflexe tonique asymétrique du cou, ou en anglais on dit ATNR, donc ça veut dire Asymmetric Tonic Neck Reflex. Ça veut dire que le bébé, en fait, c'est un réflexe très positionnel. Le bébé, quand il va, il faut savoir qu'au départ, le bébé, il est en position un petit peu grenouille sur le ventre de sa mère. C'est ce qu'on appelle le RTL, réflexe tonique labyrinthique en flexion, qui prend les commandes. C'est en fait la position fétale. Donc le bébé, il a été plié pendant tout son développement dans le ventre de sa mère. Puis quand il va sortir, il va pas s'étaler tout de suite, il va pas s'ouvrir tout de suite. Il a encore une dominance de ses fléchisseurs. Mais évidemment, il va falloir qu'il aille vers plus d'extension, sinon il va jamais pouvoir se redresser, grandir, etc., s'asseoir et se mettre debout. Un des réflexes qui va lui faire sortir un peu de cela, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou, mais il va lui faire sortir de cette position fétale
latéralement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bébé, quand il va tourner sa tête, alors dans un premier temps, parce qu'il va téter sa mère, pour téter sa mère, eh bien, il doit évidemment avoir ce qu'on appelle un réflexe de recherche du sein. Donc il va faire une orientation de sa tête qui va entraîner son corps dans une sorte de mouvement spiralé. Mais ensuite, le bébé, dès qu'il va vouloir regarder quelque chose ou écouter quelque chose, admettons qu'on pose le bébé sur le dos, eh bien, il va regarder à droite ou regarder à gauche, il va tourner sa tête. Mais voilà ce qu'est ce réflexe. À chaque fois que le bébé, et pendant les 6 premiers mois après la naissance, à chaque fois que le bébé va tourner sa tête d'un côté, il va étendre bras et jambes de ce côté-là. Là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais la jambe aussi va s'étendre de ce côté-là, alors que le côté opposé, le côté, on dit occipital, reste en flexion. C'est-à-dire que le côté occipital reste dans la position de flexion et l'autre côté où le visage se tourne va développer de l'extension. Donc moi, ça me parle tout à fait parce que moi, je ne connaissais pas ce lien entre les trois mouvements du bassin. Ça parle tout à fait parce que ici, c'est une rotation d'un côté va entraîner une ouverture de ce côté-là, mais un petit mouvement en banane de ce côté-là parce que le bébé, il va activer hanche et épaules ensemble dans cette position-là. Et pourquoi? Parce que ça se comprend que, en fait, ce réflexe asymétrique du cou, il va toujours travailler en synergie avec un réflexe, surtout pendant la naissance, le réflexe de Galant. Et le réflexe de Galant, c'est cette activation-là. Et ils ont tendance à fonctionner ensemble, surtout chez le tout petit. Donc le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est bras et jambes. Et nous, quand on l'observe dans nos cabinets, comment on fait? Alors, il peut s'observer, je crois que c'est dans l'étude, il y a deux manières de le faire, soit debout, soit à quatre pattes. Dans la version debout, on va demander aux gens de tendre leurs bras devant eux et puis de tourner la tête en leur demandant de ne pas bouger les bras. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Soit, si le réflexe est positif, donc présent, soit les bras qui bougent avec la tête, soit la personne qui va s'effondrer sur son bassin, parce que dans son cas, ce serait peut-être pas tellement le bras qui veut suivre que l'aspect hanche qui veut s'ouvrir de ce côté-là et jambe qui veut partir de ce côté-là. Ce qu'on voit bien d'ailleurs quand la personne est à quatre pattes, parce que nous, on va se mettre dans le prolongement de la personne qui est à quatre pattes, on va attraper sa tête et la tourner légèrement, mais là, on est dans une position parfaite pour voir toute sa colonne vertébrale et pour voir s'il y a un mouvement soit d'un bras qui s'effondre et qui fléchit du côté occipital ou le bassin qui va tourner de ce côté-là. Et donc, ce RTAC, pour nous, il agit que sur deux plans. Le plan de la latéralité, avec une rotation, et de l'obliquité. Mais effectivement, sans le savoir, il n'y a pas de mouvement qu'ils appellent tilt dans le RTAC. Et nous, on ne l'observe pas. Par contre, on observe très bien la rotation, à tel point qu'il faut qu'on fasse attention, parce que quand on le fait debout, il y a des gens qu'on va le faire, ils vont carrément tomber, parce que c'est comme si leurs jambes voulaient partir, leur bassin se déstabilisait, tellement, dans certains cas, le réflexe est positif. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, on voit bien, c'est bien un réflexe qui va jouer dans la latéralité et qui ne va pas jouer en priorité sur l'axe du corps. Donc le Non. bassin, là, ça, c'est vraiment un système d'axe. Il y a d'autres Ouais, réflexes qui vont jouer là-dessus, mais en priorité, alors bien sûr, tout se absolument. corrèle, mais en priorité, c'est ce que tu viens de montrer, on le comprend tout de suite parce que tu as montré, ça s'appelle aussi réflexe de l'escrimeur pour ça. En Oui, fait, ça tourne de ce côté-là, donc on voit bien le mouvement. Et ce que tu as expliqué avec le tronc, c'est bien une compensation du tronc qui peut être liée à d'autres réflexes ou à des mécanismes qui va donner ce tilt, cette différence. oui. Tu as bien montré. Et à partir du moment où je fais ça, je crée une différence de hauteur et le réflexe, lui, donne la différence de rotation. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que quand on va lire ces corrélations qu'il trouve cette équipe polonaise et puis le schème du réflexe, mais on se dit, mais alors c'est le mariage parfait, quoi. Ça, Ouais, ouais, ouais. ça se ressemble tellement. Voilà. Est-ce que, comme nous, on fait deux, trois tests pour vérifier aussi la longueur des jambes et tout avec le réflexe, tu sais comment eux, ils ont observé ces mouvements de hanche? C'est des techniques de kiné manuel, c'est des capteurs, des... Voilà, en fait, ce Ah, qu'ils appellent le Schilder test, et puis l'IRS test, donc c'est non, exactement. excuse-moi, je parlais pas du réflexe, comment ils Ah non, l'observaient, non. mais le, Ah, le ben, bassin, les mouvements du oui, bassin, je comment ils vais y les ont venir. Alors, en observés. fait, sur les mouvements du bassin, on a aussi décidé, ça fait partie des forces de cette étude, mais je vous en parle juste après, Ah, ok, pardon. c'est instrumenté, c'est-à-dire ça n'a pas été à l'œil qu'ils l'ont fait. Ils ont Ouais, instrumenté, ils ont mis des petites choses comme on a ici, c'est des accéléromètres, puis après, ça donne qu'une comparaison d'accélération, donc de mouvement aussi, d'un côté du bassin et de l'autre. Donc c'est une des rares, pas la seule, mais c'est une des rares études sur les réflexes dans lesquelles c'est une donnée objective. C'est vraiment une instrumentation. C'est pas juste l'œil du praticien qui jouait. Bah, d'ailleurs, ça m'amène directement au protocole.
Donc là, c'est pour préciser dans quel contexte, vous savez, la science, ce que vous trouvez, il y en a d'autres qui doivent pouvoir vous dire, je trouve pareil que vous ou je trouve autre chose que vous. Ce qu'on appelle le caractère falsifiable en anglais. C'est pas la même traduction que pour la France, qu'en français, mais ça veut dire que vous devez dire comment vous avez trouvé. Donc, c'est ce qu'on Oui, appelle un protocole. Vous devez décrire votre protocole pour que d'autres puissent vous dire, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Donc là, le protocole, c'est des enfants, 50 enfants qui marche sur 5 mètres, il répète 4 fois. C'est instrumenté, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des accéléromètres, donc on a des données objectives de ce que fait une hanche et l'autre hanche, et ça, avec les accéléromètres, alors en général, il y a aussi des goniomètres qui nous permettent d'avoir les champs des rotations, ben, ça nous permet de savoir en 3D où était le bassin. Alors, c'est pas aussi perfectionné que les caméras 3D qu'on a là, mais le problème des caméras 3D, c'est que si vous devez installer le truc sur un gamin, déjà pendant 30 minutes, il ne doit pas bouger pour que vous installiez et oui, tout. oui, 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 C'est oui. déjà pas mal du tout. Sur les tests, ils ont appliqué les deux tests que tu viens de donner, c'est-à-dire le test à quatre pattes et puis le test debout. Ils ont pris les corrélations d'ailleurs entre ces tests. C'est des enfants qui étaient en bonne santé, je l'ai dit, ce pas des enfants qui avaient des problèmes de structure. Euh, et d'ailleurs, dans les résultats, ils trouvent quand même que le fameux réflexe dont on parle, ben, il y en a 9 enfants sur 10 Mm, qui n'a mm. pas intégré. Alors bien sûr, en science, les réflexes, quand on va, et c'est ce que vous voyez là, qui vous est affiché, c'est les résultats de combien de pourcentage d'enfants ont le RTAC actif à droite et à gauche dans les deux tests. Eh bien, il y a des degrés. Donc, il y a C'est parfois ça. l'expression zéro en science, ça veut dire qu'il n'est pas présent. Et puis parfois, donc vous voyez, hein, dans un des tests, c'est 5% seulement des enfants qui a un point, qui a niveau zéro, donc qui n'ont pas du tout d'expression du schème du réflexe. Et dans l'autre, c'est une quinzaine de pourcents, c'est-à-dire C'est qu'on ça. est à 90%, 90% d'enfants qui ont le réflexe encore actif. Alors que normalement, ce que plutôt les médecins ont appris, c'est que ce réflexe, il ne devait plus être présent à partir de quel âge, Ah bah, Paul? normalement, c'est un réflexe qui est censé être présent pendant les 6 premiers mois de la vie. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, c'est jusqu'à 6 mois, et là, on est sur des enfants de 6 à 9 ans, et puis c'est 9 sur 10 qui ont ce réflexe, donc ce schème moteur encore actif. Parce que j'insiste, comme on est dans le schéma science, personne ne remet en cause l'existence de ces réflexes, de ces schèmes Non, moteurs. bien sûr. Mais ce qui est appris, c'est qu'ils viennent, ils partent, et C'est ça. puis après, ils ne reviennent plus. Voilà, la réalité de toutes les mesures, c'est que pour 9 personnes sur 10, va encore les avoir qui sont actifs. Voilà. Écoute, et j'en profite pour dire, nous, on est content parce que nous, on avançait par rapport à nos pratiques en cabinet, ce qu'on enseigne en IMP, on disait 85%. Donc, tu vois, je suis content de voir que on n'est pas loin. Oui, oui, oui. Alors, peut-être un petit point sur quand on regarde une étude, on doit toujours regarder c'est quoi la qualité de cette étude. Il ne suffit pas de dire c'est scientifique, il y a plein de critères qui sont sous-jacents. Donc, on va faire je vous fais un peu petit tableau des forces et puis faiblesses. La première force, je voulais évoquer, c'est que c'est une étude sur la motricité. C'est pas toujours dans les réflexes, encore moins au moment de développement où on en est. C'est une approche quantitative, c'est-à-dire le mouvement a été mesuré, c'est instrumenté. Le deuxième, c'est que c'est l'association justement de ce réflexe avec cette mesure biomécanique. C'est-à-dire que quelque chose qui est presque dans un domaine de compétence, c'est-à-dire vu par tous les médecins initialement, mais normalement pas mesuré, ben là, pour une fois, c'est mesuré et associé quand même à un mouvement qui est important pour l'être humain qui s'appelle marcher. Voilà. L'autre, c'est la pertinence clinique, c'est-à-dire on n'est pas dans la énième étude sur les effets du sucre sur la santé. Attention, toutes ces études sont très importantes, mais bon, et à un moment donné, on commence à savoir si la Terre elle est ronde ou plate. Et il y a des études en fait qui apportent vraiment une nouveauté, c'est-à-dire que le champ qui est abordé, c'est un champ qui fait de nouveaux liens. Et c'est typiquement le cas de cette étude qui fait un lien entre un pattern moteur entre un lieu bien précis du corps qui s'appelle la hanche et puis un système d'équilibre qui est à l'œuvre. Enfin, et ça c'est important, c'est aussi la qualité de la revue. Parce que des fois on pourrait se dire, oui, bon, c'est une équipe polonaise, franchement, la Pologne, c'est quand même pas un pays surdéveloppé, ça a dû être fait un peu à l'arrache. Là, pas du tout, hein. En moyenne, les revues en sciences, on parle d'impact facteur. Et puis, donc, le facteur d'impact, en moyenne, quand on parle de la motricité, dans les revues scientifiques, c'est entre 1 et 2. Vous voyez, c'est pas comme si on est dans Science, où là, vous allez avoir des facteurs d'impact à 50. Facteur d'impact,
Ça dit combien de personnes ça a impacté, combien l'ont lu, combien l'ont repris, revisité ça. Mhm. Et bien là, c'est quand même un facteur d'impact de 4, hein, quand on est en général entre 1 et 2 pour les revues scientifiques qui ont à voir avec la motricité. Voilà. Ça, c'est les forces de cette étude. Super. Faiblesse, bon, pour moi, quand j'entends maintenant quand il y a 50 enfants, c'est une faiblesse, je suis Non. surpris combien on veut chaque fois 1000, 2000. C'est une espèce de course au toujours plus grand, donc au toujours plus cher. Moi, je ne le mettrais pas à 50 comme une faiblesse. Mais bon, pour moi, c'est déjà un groupe assez ténu, mais c'est vrai que maintenant, on aime bien avoir 100, 200, 300 euh, échantillons, 300 personnes dans l'étude. Ensuite, mais ça va revenir presque dans beaucoup d'études, il peut y avoir des facteurs confondants. On ne sait pas s'il y avait des gamins qui faisaient plus d'activités sportives, certains qui pouvaient avoir plus de laxité. Bon, voilà, il y a une partie des biais qui n'ont pas été gérés. L'autre qui peut être reproché, mais ça va être une des grandes tendances sur la plupart des études, c'est que quand on va faire un testing du test, c'est un testing qui a des critères précis, mais qui est quand même subjectif. Mhm. C'est-à-dire, c'est une personne avec ses yeux, par exemple. Pour moi, typiquement, ils auraient pu mettre les accéléromètres et puis regarder la déviation de. Alors, ça n'a pas été fait dans le testing, donc c'est resté subjectif. Et enfin, mais ça va être vrai de 9,5 études sur 10, c'est une étude qu'on appelle transversale, c'est-à-dire c'est une photo instantanée. Et la photo instantanée, elle donne quoi? Comme toujours, une photo instantanée, elle donne une corrélation et pas une causalité. Il y a la symétrie et conjointement, il y a le réflexe. Donc parfois, on a tendance à vite passer d'une corrélation à une causalité. Mhm. Tu arrives un peu à évoquer, peut-être toi, Paul, ce que tu disais sur comment tu vois le réflexe par rapport au pattern final, finalement, qu'est la marche. Ah ben, par rapport au pattern final qui est la marche. Oui, puis tu disais cette notion d'intégration que des Ouais, fois, voilà. qui peut être Ouais, reprochée, c'est pour vous, le monde entier est un grand réflexe, comme c'est si ça, c'est c'était un ça. réflexe qu'il fallait enlever, mais rapidement, parce qu'on en parlera un petit peu plus dans les études Oui, longitudinales, c'est-à-dire oui, celles voilà, voilà, voilà. où il y a eu une intervention. Mais peut-être si tu avais un ou deux mots à dire là-dessus. Bah, moi, déjà, ce que je trouve super intéressant, c'est effectivement, tu dis que ça va intéresser plus les kinés et tout. Moi, quand j'ai appris le réflexe tonique asymétrique, du coup, sans savoir ça, la première fois que je l'ai appris, c'est de Paul Denison, qui est un enseignant à la base, mais bon, même s'il est docteur en sciences de l'éducation. Et lui, systématiquement, il m'apprenait à observer la longueur des jambes, de faire tourner la tête et de vérifier qu'il y avait un lien entre un réflexe tonique asymétrique du cou et une modification au niveau du bassin, la longueur des jambes reflétant ce qui se passe au niveau du bassin. Et puis plus tard, j'ai appris le test à quatre Longueur de pattes et jambe, le... hein. C'était Comment? pas, juste pour différencier, c'est pas une vraie longueur de jambe, là, ce que Non, tu. non, voilà. Décalage du bassin, voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on vérifiait, nous, que effectivement, le fait de tourner la tête montrait un décalage du bassin qui se reflète dans les jambes, qui suivent le décalage du bassin et qui nous montrait la présence d'un RTAC. Puis plus tard, j'ai appris à observer ce RTAC debout et à quatre pattes avec les deux tests qui ont été utilisés ici. Donc pour moi, déjà, la première chose intéressante, d'autant plus que nous, on forme énormément de kinésithérapeutes, d'ostéopathes et de podologues, c'est de dire que pour eux, ça va être hyper intéressant de rajouter le réflexe tonique asymétrique du coup dans leur batterie d'observation. Parce que tu l'as dit toi-même, parfois on peut dire, voilà, la cause c'est ceci, la cause c'est cela, et c'est bien d'avoir ce lien qui est lié au développement du bébé. C'est-à-dire que ce RTAC, il date pas d'hier, parce que c'est vrai que moi j'ai envie de poser la question, parce que tu dis, il y a la corrélation et la causalité, c'est de dire, ah mais est-ce que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ont une déviation du bassin que le RTAC, il va pas bien, tu vois? Et ça peut être vrai, bien sûr, parce que nous, on sait que le réflexe n'est pas acquis une fois pour toutes et que tu as d'autres déséquilibres et stress dans ta vie qui font que tu vas perdre l'intégration de tes réflexes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire que, un, déjà, ce réflexe, il apparaît normalement dans la petite enfance et il doit être inhibé grâce à mon mode de vie, grâce au mouvement croisé que j'ai fait, grâce à la bipédie que j'ai mis en place, la course, le saut, etc. Et que ça va maintenir les choses en place. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est déjà, c'est super intéressant de voir ce lien. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que oui, il ne faut pas voir dans le réflexe la cause forcément du problème, mais de dire que si nous, si le kiné ou l'ostéo ou le podologue va travailler sur l'aspect structurel, il faut aussi qu'il s'assure que cet aspect-là soit pris en charge. Parce que si il y a un lien, alors cause ou effet, mais il y aura un lien avec, cette étude nous le précise, avec le réflexe tonique asymétrique du cou, mais le réflexe tonique asymétrique du cou, comme tu l'as dit à plusieurs fois, c'est un schème qu'on pourrait dire neuromoteur, mais il faut s'en occuper de cette contrepartie-là, parce que si on l'oublie, eh bien on peut mettre des semelles, on peut faire des manipulations ou du renforcement musculaire qui ne pourra pas aboutir à 100% tant qu'on ne s'est pas occupé de ce schème
neurologique, en fin de compte, développemental. Donc, soit qu'il était la cause parce que depuis tout petit, il ne s'est pas intégré et ça finit par créer une asymétrie, soit la symétrie est due à autre chose dont le médecin va, ou le kiné, l'ostéo, ou le podologue va s'occuper, mais le schème s'est déséquilibré et restera déséquilibré tant qu'on n'a pas remis de la stabilité, de la sécurité et de l'intégration dans le système. Et c'est la différence que je fais entre certaines personnes qui disent on va inhiber le réflexe et de dire non, le réflexe il est à replacer dans un tout du schéma corporel, de la motricité globale du corps et qu'il va falloir que, parce que le RTAC c'est un réflexe dit archaïque et les réflexes archaïques ils doivent passer la main, ce qu'on appelle les réflexes de vie ou réflexes posturaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plein de choses qui soient en place au niveau postural pour que le RTAC non pas s'inhibe, mais s'intègre et laisse la place à des schèmes plus efficients. Parce que tu imagines bien que quelqu'un qui fait du... Là, tu nous as montré quelqu'un qui court, donc on imagine bien ce que ça peut faire, mais quelqu'un qui joue au tennis, s'il a un RTAC qui prend les commandes, entre les coups droits et les revers, ça va être la mort pour lui. Il va courir dans tous les sens du terrain de tennis pour essayer de rattraper les balles sans être capable d'inhiber ce RTAC, parce que ce geste-là va être facile, mais le geste opposé va être difficile. Et ça, c'est un schème neuromoteur. Donc, Oui, je pense que encore, c'est super chouette. du côté où tu dis c'est facile, un des Oui, soucis, si ça va vite, ça fait perdre l'équilibre, hein. Mais voilà, c'est ça. Si ça va vite, vu que c'est pas moi qui ai contrôlé mon mouvement, mais c'est le réflexe qui a pris le dessus, effectivement, tu as raison de le dire, absolument. donc, Donc voilà, je sais pas si... oui, en traduction, c'est que le oui, réflexe peut être la cause, il peut oui, être une conséquence d'une oui, autre cause, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où il est dans la pièce, il va s'exprimer. c'est ça, c'est Avec exactement ça. stimulation, expression. Et donc cette expression peut, sans pour autant qu'il soit une cause première, peut participer au problème d'asymétrie et de problème musculaire qui va être C'est admis. ça, c'est Supposer, ça. bien sûr, que le problème soit là, on ne va pas fonctionner à l'inverse. Le réflexe est là, donc ça va créer un problème. Ça, non. On fonctionne d'abord, on parle d'un vrai problème vécu par un patient, vécu par une personne, quoi. Exactement, exactement. Ok. Super. Alors Super. finalement, si on fait une synthèse sur cette étude, qui est une étude quand même particulièrement intéressante, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, une asymétrie de la marche, c'est corrélé à la présence d'un réflexe de rotation qu'on appelle un schème moteur, qu'on appelle un réflexe tonique asymétrique de cou. Les implications, c'est quoi? Ben, pour les professionnels de la santé en particulier, bien sûr que tous les gens qui s'intéressent à la motricité et plus encore pourraient être impactés, mais là, vraiment, un physio, un kiné, un professionnel de la santé, il va trouver l'intérêt de connaître et pouvoir, en cas de pathologie associée à la symétrie, eh bien, travailler ce réflexe, intégrer ce programme moteur. Voilà. Écoute, je pense qu'on a dit l'essentiel sur ce Ouais, article. Comme on en a d'autres vidéos qui viendront, ben, vous verrez, on reviendra aussi sur ce réflexe et puis sur plein d'autres implications qu'il peut avoir. Merci, bah, Paul. bah, merci beaucoup Cyril, ça m'éclaire beaucoup et je suis très content que tu nous aies aidé à décrypter cet article. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. Au revoir. Au revoir.